va parler de la posture de l'accompagnateur. Donc, être accompagnateur VAE, j'ai commencé d'abord par vous dire ce que ce n'est pas, parce que ça me semble être très important. Ce n'est pas être un expert du diplôme pour lequel on accompagne un candidat. Vous n'avez pas besoin de connaître le diplôme par cœur, d'avoir accompagné, moi j'accompagne des techniciens de maintenance, j'ai accompagné quelqu'un qui travaillait dans l'environnement nucléaire, j'ai accompagné des gens dans le médical, dans le sanitaire, le socio-éducatif, etc., médico-social pardon, et éducatif. Je n'ai pas d'expérience dans ces métiers, évidemment, même si j'ai des connaissances de leur métier. Et j'ai vraiment accompagné sur des métiers où je vous dis, le monsieur qui travaillait dans les centrales nucléaires, honnêtement, moi, j'ai jamais mis les pieds dans une centrale nucléaire. Hein. Donc, bah, voilà, puis je ne suis pas sûre qu'on soit très nombreux à y être allés. Donc effectivement, il n'y a pas absolument nécessité de connaître le diplôme. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Et il ne faut pas avoir de problème de légitimité avec ça. Et c'est des fois quelque chose qu'il faudra expliquer à votre candidat, parce que des fois, il va vous dire oui, mais vous-même, est-ce que vous connaissez ce diplôme? Est-ce que vous l'avez voilà. Bah, il n'y a pas besoin. Moi, ma valeur ajoutée, elle n'est pas sur la connaissance du diplôme. La connaissance du diplôme et du métier, c'est le candidat qui l'a. Et moi, ma connaissance, elle est sur ma plus-value, elle est sur la méthodologie VAE. Et ça, effectivement, il faut l'expliquer. Il faut d'autant plus l'expliquer que vous avez des concurrents qui vont justement tenir un discours autour de ça. Vous serez accompagné par un spécialiste du diplôme. Mais on peut être spécialiste du diplôme et très mauvais accompagnateur VAE. Hein. Vous savez, c'est exactement la même chose que quand en entreprise, des fois, vous avez un très bon professionnel, mais quand vous lui demandez de former des nouveaux, il est très mauvais. Parce qu'il est très bon dans son métier, mais pas du tout bon dans la transmission et la pédagogie de la transmission de son métier. Donc, c'est pour ça que c'est bon, les gens me disent ah, mais les formateurs, c'était un très bon professionnel, il peut devenir formateur. Bah, pas du tout. C'est pas parce qu'on a été un très bon professionnel qu'on va forcément être un très bon formateur. Par contre, on peut effectivement ne pas être un professionnel de tel ou tel secteur et être malgré tout un très bon formateur parce qu'on va avoir des compétences pédagogiques. Donc, l'accompagnateur VAE, il a des compétences autour de la méthodologie VAE, justement d'une certaine forme de pédagogie, etc. Il n'est pas donc nécessaire d'être un spécialiste du diplôme et il faut absolument être à l'aise avec ça. Hein, parce que sinon, alors après, vous pouvez faire un autre choix, c'est-à-dire, moi, par confort, je vais accompagner des gens sur des diplômes ou des métiers que j'ai exercés moi-même et que je connais. Hein. C'est possible aussi. Mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Donc après, c'est un choix. Hein. Il y a des gens, moi, effectivement, j'ai des collègues qui sont très spécialisés, elles accompagnent à peu près toujours le même diplôme, parce qu'elles ont exercé à un moment donné dans leur vie ce métier, parce qu'elles connaissent très bien, parce qu'elles sont membres de jury sur tel ou tel diplôme et qu'elles ont choisi de faire ce choix. Moi, j'ai plutôt choisi le choix de la grande polyvalence. Et parce que je trouve ça intéressant, mais je conçois qu'il y a peut-être des consultants qui peuvent peut-être préférer autre chose. Mais en tout cas, ce n'est pas une nécessité d'être un expert du métier du candidat. Vous n'êtes pas non plus un professeur, vous n'êtes pas là pour donner des cours. Hein. Sinon, vous faites de l'enseignement ou vous faites de la formation, hein, et vous leur apprenez des choses. On n'est pas professeur et on n'a pas à avoir une posture dissymétrique, par exemple, en disant moi je sais, toi tu ne sais pas, donc tu m'écoutes. Hein. Ouais, ça c'est complètement. Et justement, ça peut faire partie des choses qui feront qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Hein. Vous n'êtes pas un juge, vous l'avez dit, on est sans jugement, on est bienveillant, et vous n'êtes pas là pour distribuer les bons points. Ça c'est bien, ça c'est mal. Hein. Et même quand vous corrigerez les écrits, vous ferez très attention à la manière de dire les choses et à la manière de les écrire éventuellement sur le document du candidat. Vous n'êtes pas non plus un évaluateur. Hein. Attention à dire au candidat oui, oui, mais moi, je suis quasiment sûre que vous aurez le diplôme. Moi, ça m'est arrivé d'être quasiment sûre qu'il aurait le diplôme et puis il ne l'a pas eu. Hein, parce que dans le jury, il s'est passé des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Et le livret, effectivement, était bon. Mais la prestation de jury n'a pas été satisfaisante au regard du jury, justement. Les membres de jury attendaient peut-être des choses qu'ils n'ont pas eues. Donc, attention à ne pas vous substituer en disant oui, oui, mais c'est sûr, vous l'aurez. Bon, des fois, vous êtes à peu près convaincu de ça, objectivement, mais rappelons-nous toujours, c'est le jury d'UICEL qui est souverain dans la décision et qui évalue. Hein. Vous ne devez pas être complaisant. On a dit tout à l'heure bienveillant, oui. Complaisant, non. Et moi, ça, c'est souvent quelque chose que je leur dis lors du premier entretien.
le premier entretien d'accompagnement du livret 2, je leur dis, je vous dirai toujours les choses, je vous les dirai toujours de manière tout à fait sympathique, hein, mais je vous les dirai quand même. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'est pas aux attendus, il faut lui dire qu'on n'est pas aux attendus. Il ne faut pas lui faire croire que son livret, excusez-moi le mot, merdique ou cheap, et ben ça va le faire parce que là, vous le leurrez, vous êtes en train de lui mentir. Donc, on est bienveillant, mais on n'est pas complaisant. Quand les choses ne sont pas comme il faut au niveau de l'attendu, c'est votre devoir et c'est votre rôle de le dire de manière correcte, hein, en lui disant pas c'est complètement nul ce que vous m'avez fait, parce que bon, voilà, là vous seriez dans le professeur peut-être, hein, qui va dire à son élève nul, copie nulle. Non, mais bah oui, parce que effectivement, vous avez tous eu des profs qui vous ont écrit ça sur votre copie, hein, bon. Sauf si vous avez été parfaite tout au long de votre scolarité, ce que je vous souhaite, mais bon, moi j'ai quelques souvenirs ou de professeurs pas du tout bienveillants. Donc, on évite évidemment de les faire replonger dans ce genre de schéma, hein. Donc, on n'est pas complaisant, on est bienveillant, mais on n'est pas complaisant. On ne leur fait pas croire que avec un livret de 30 pages sur un BTS, ça va valider, quoi. Non, c'est pas vrai, hein. Si vous faites ça, vous êtes vraiment, je dirais, je ne vais pas dire à la limite de l'escroquerie intellectuelle, mais pour moi presque. On est vraiment sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. OK, donc pas de complaisance. Vous n'êtes pas le porte-plume ou le prête-plume du candidat, hein. Moi, je vous ai peut-être raconté il n'y a pas longtemps un candidat qui m'a dit mais je ne suis pas écrivain. Et je lui ai dit mais moi non plus. Hein, ce monsieur, voilà, ça tombe très bien. Ce monsieur, il avait pensé qu'en 24 heures, vous alliez lui écrire son livret, mais il n'a rien compris à l'histoire, hein, c'est pas du tout ça. C'est le candidat et lui seul qui rédige son dossier. On l'avait déjà dit, mais on le redit. L'accompagnateur aide à formaliser l'expérience vécue et à la rendre claire, parce que des fois, ils vont vous écrire ça, vous allez un peu vous arracher les cheveux pour comprendre. Vous ne pouvez pas faire partir ça à un jury, donc vous allez aider à clarifier, à dire les choses. Et il faut que ça soit clair, on va dire, pour toute personne tiers qui lira le dossier, que ce soit un membre de jury, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui lirait le dossier, il faut que ce soit clair pour un néophyte, on va dire. Donc, il y a un travail de pédagogie à faire. Et des fois, le candidat, comme je vous disais, c'est un très bon professionnel, mais quand il s'agit d'expliquer ce qu'il fait, il a du mal. Donc, vous, votre boulot, ça va être de l'aider à rendre clair et à clarifier son expérience. Vous n'allez pas écrire le livret du candidat, il ne faut vraiment pas les entretenir dans ce mythe. Et c'est pour ça que je dis là, vous seriez dans une posture qui ne serait pas la bonne, hein, c'est-à-dire je vais vous le faire à votre place, je vois bien que vous n'y arrivez pas. Non. Après, je vous ai dit, on peut réécrire à la marge une phrase, deux phrases, pourquoi pas un petit chapitre ou un paragraphe, mais c'est tout. Moi, je dis toujours à mon candidat, qui mieux que vous connaît votre quotidien professionnel? Et je leur dis toujours, je serais bien en peine d'écrire ce qui se passe tous les jours dans votre quotidien professionnel, dans la mesure où je ne suis pas avec vous, hein. C'est comme si demain, Françoise me disait, Estelle, allez, vous m'écrivez mon livret. Très bien, moi j'ai eu le CV, j'ai discuté peut-être avec Françoise, mais au quotidien, dans son bureau, dans son accompagnement, dans sa pratique professionnelle, qu'est-ce que j'en sais? Rien, enfin je veux dire pas grand-chose, c'est à elle de le raconter. Moi, je vais l'aider à raconter ça. Mais effectivement, je ne vais pas écrire, c'est pas Vie ma vie, la VAE, hein. Non, pour faire un parallèle avec quelque chose qui pourrait éventuellement, voilà, les formules dont on se souvient. Des fois, je dis aux candidats, voilà, je leur dis, c'est pas vie ma vie, je vis pas la vie de Françoise ou de Adéla et je vais me l'approprier, je vais raconter ce que je crois être sa vie. Non, pas du tout, hein. Donc, le candidat, il est dépositaire de sa propre expérience professionnelle et c'est à lui seul de la raconter. D'abord, il est le mieux placé, hein, et je pense qu'il est le plus crédible. Et ça, il faut aussi le rappeler. Quand ils ont tendance à penser que c'est vous qui allez faire le job, pas du tout, hein. Donc, il faut vraiment… Alors, la posture de l'accompagnateur, elle est différente de celle du formateur, même si je vous ai dit qu'il y a des compétences du formateur qui sont totalement transférables dans la posture de l'accompagnateur, mais vous n'allez lui apprendre rien, hein. Alors, après, ça m'arrive de vous fournir des ressources, hein. Quand je sens, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai accompagné, je crois que je vous en avais parlé l'autre jour, la candidate qui a validé son titre de formatrice professionnelle d'adulte et à qui la première évaluation laissait entendre qu'elle avait que 40% du référentiel. Oui.
Bon, alors c'était un challenge, c'est vrai pour cette personne et c'est aussi un challenge pour moi parce que je m'étais dit, bon, moi je suis formatrice FPA diplômée également et je m'étais dit, bon, je peux partager des connaissances et je peux lui donner des outils. Donc cette personne, pendant que je l'ai accompagnée, souvent je lui envoyais des petits dossiers thématiques quand je tombais sur quelque chose sur les réseaux ou sur des choses que je pouvais voir intéressantes. Je lui ai par exemple dit, allez vérifier, allez voir la taxonomie de Bloom, documentez-vous sur telle ou telle chose. Je l'ai incité à y aller. Je lui ai envoyé des fois des liens. Hein. Donc là, effectivement, j'ai peut-être participé à sa montée en compétences, et ça l'a fait puisqu'elle a validé son diplôme. Mais si elle avait rien fait, je veux dire, c'était son problème. Donc c'est là que je dis, moi, je suis une personne ressource. Je peux lui donner des outils, je peux lui envoyer des liens, je peux lui dire, tiens, je vous ai trouvé un petit dossier thématique. Je ne faisais pas spécialement de recherche pour elle, mais quand je tombais sur certaines choses intéressantes dans ma veille de formatrice, je me suis dit, tiens, ça pour Géraldine, ça peut être sympa. Et donc, effectivement, j'ai envoyé. Et elle m'a dit, c'est vrai que souvent, elle m'a dit, vous m'avez beaucoup apporté de choses techniques et vous m'avez beaucoup aidé aussi dans cet aspect-là. Et je pense que cette dame, pendant son accompagnement VAE, non seulement elle a fait un gros boulot sur sa VAE, mais je pense qu'elle a fait aussi un travail de montée en compétences en tant que formatrice. Donc, pour elle, c'était gagnant-gagnant. Hein. Donc, vous pouvez apporter des ressources. Hein. Si, par exemple, demain, Françoise, vous accompagnez un DE de CESF, ben, peut-être que vous-même, vous avez des outils, des choses qui pourraient être mises à disposition de votre candidat. Dans ce cas-là, évidemment, vous lui demandez, hein, vous lui proposez. Hein. Moi, je lui avais demandé au départ à ma candidate, je lui avais dit, est-ce que ça vous intéresse? Elle m'avait dit, oui, oui, bien sûr, si vous avez des ressources, ça m'intéresse. Je ne lui force pas la main. Si elle vous dit non, non, j'en ai rien à foutre de tes ressources, bah, ok, pas de problème, je les garde. Hein. Par contre, je lui dis qu'elles existent. Si demain elle les veut, elle peut me solliciter. Donc, c'est une posture différente du formateur, différente alors encore plus de l'enseignant, hein, parce que l'enseignant, bon, parfois il a en plus une position dissymétrique. Hein, lui, il sait, toi, tu ne sais pas. Hein, la posture de l'enseignant, c'est ça. L'élève ne sait rien, le prof sait tout. Bon, très bien. Dans la VAE, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas du tout le schéma qu'il faut reproduire. Alors, vous êtes aussi dans une posture différente du coach, même si je vous ai dit que de temps en temps, il nous appelle coach. Par expérience, on s'est aperçu que les gens qui avaient des profils de coach, les coachs certifiés, n'étaient pas très, très bons. Certains avaient vraiment des grosses difficultés dans l'accompagnement de la VAE parce que justement, ils restaient vraiment sur une posture de coaching pur, qui n'est pas forcément adaptée à la VAE parce que il faut quand même, dans la VAE, il faut quand même prendre les choses en main. Alors que le coach, il laisse souvent le coaché venir à lui. Vous verrez que dans la VAE, vous devez vraiment tracer la route, on va dire, éclairer le chemin, baliser le chemin, être proactif sur certaines choses et ne pas laisser l'initiative à votre candidat. Donc, effectivement, il y a des choses qu'on retrouve hein, dans le coaching. Il y a des outils du coaching qu'on peut utiliser, mais nous ne sommes pas des coachs au sens propre du terme, hein, même si je vous ai dit que des fois, le candidat, il parle de vous en disant vous êtes un coach. Hein. Mais vous savez, coach aujourd'hui, c'est un mot qu'on met à toutes les sauces. Hein. Il y a des coachs sportifs, il y a des coachs nutrition, j'ai même vu, il y a des coachs écriture, il y a des coachs sur à peu près tout maintenant. Et derrière le mot coach, il se cache des réalités très différentes. Moi, quand je parle de coach, je parle des coachs certifiés qui ont fait un cursus de coaching, niveau bac plus, ça doit être 5 maintenant, donc niveau 6 ou niveau 7 selon les certifications. Donc, effectivement, niveau 7 même, je crois. Donc, clairement, des gens qui ont un cursus de coach, on en a hein, dans les accompagnateurs, mais je vous dis, ce n'est pas forcément ceux qui s'en sortent le mieux. Hein. Alors, je ne veux pas faire une généralisation, il y en a aussi qui s'en sortent certainement très bien, mais pour en avoir discuté avec des dirigeants de sociétés de VAE qui me disent des fois, mais avec les coachs, ça ne se passe pas toujours très, très bien. Vous n'êtes pas non plus jury de VAE, hein, même si par ailleurs, vous pouvez vous-même être jury d'examen. Ne mélangez pas les casquettes. Hein. Vous n'êtes pas dans une posture de jury et vous n'êtes pas non plus un thérapeute. Non, mais je le dis parce que j'ai eu des collègues qui croyaient qu'elles étaient psy d'un coup, vous voyez. Donc, bon. Alors, c'est vrai que des fois, la frontière, elle est mince. Elle est mince. Hein. Moi, ça m'est arrivé dans un échange que j'ai pu avoir avec un candidat ou une candidate, de lui dire, je vous conseille de vous faire accompagner pour travailler sur ces points X, Y par
peut-être quelqu'un de spécialisé, hein, dont c'est le métier, et cela pourrait vous aider. Des gens, des fois, qui ont vraiment un gros problème au niveau de l'estime d'eux, parce qu'ils vont vous raconter une histoire personnelle lourde et des fois, ils en font référence, hein. Alors, je ne dis pas qu'ils vont vous raconter leur vie, mais des fois, à la faveur d'une discussion, il va y avoir une confidence, il va y avoir des choses qui vont émerger. Par exemple, Géraldine, vous voyez, on en parlait, ma formatrice FPA, grosse crise de larmes sur le premier training jury, mais en pleurs, mais en pleurs comme une petite fille, avec des sanglots. Moi-même, j'étais derrière mon écran, j'avais l'émotion qui montait, je me disais, mon Dieu. Et effectivement, on a parlé de qu'est-ce qui la mettait dans cet état. Je ne pouvais pas la laisser comme ça, là, avec cette émotion qui la paralysait. De toute façon, on ne pouvait rien faire. Il a fallu qu'on évacue la chose. Et pour évacuer la chose, il a fallu mettre des mots dessus. Bon, très clairement, elle m'a remercié après. Il y a des moments comme ça, hein. J'ai eu l'autre jour, vous voyez, encore des larmes. Souvent sur les trainings jury, on a des larmes, des fois, de l'émotion en tout cas, minima, parce que toutes ces situations d'évaluation, elles font ressurgir des fois des vieilles blessures d'enfants, des vieilles blessures d'adolescence, des blessures familiales, des choses qui font que vous êtes avec des adultes, mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que les blessures d'enfants, on passe notre vie à essayer de les cicatriser, hein. Et la plupart du temps, on passe notre vie à essayer de vivre avec, hein. Alors, forcément, dans des situations comme ça, c'est des choses qui parfois ressurgissent. Mais vous n'êtes pas là pour faire une thérapie, hein. D'abord, vous n'êtes pas thérapeute. Alors, peut-être que vous avez des compétences dans différents domaines de compétences que je ne connais pas, mais on est hors champ là. Après, vous pouvez orienter, vous pouvez donner des recommandations. Moi, par exemple, ça m'arrive de faire référence à de la sophrologie pour les gens très, très angoissés sur le jury, mais je ne vais pas leur donner des cours de sophro, hein. Donc, à la limite, je leur fais part de quelques outils de la sophro, puis je leur dis, si vous voulez creuser, bah, regardez, il y a des tutos, ou rapprochez-vous d'un sophrologue vers chez vous. Je me souviens d'une candidate qui a préparé son oral et qui a fait 2 ou 3 séances de sophrologie pour préparer son oral de jury. Elle a pris un sophrologue à côté de chez elle. Donc, vous voyez, il y a des tas d'outils complémentaires à la VAE, mais vous n'êtes pas des thérapeutes, ni des sophrologues, ni des coachs, ce que vous voulez. Donc, il faut vraiment bien se dire, voilà, l'accompagnateur VAE, c'est surtout pas ça, hein. Et justement, bah, quand on disait tout à l'heure les fondamentaux, des fois on peut se perdre. Eh ben, c'est bien aussi d'avoir envoyé ce genre de documents en se disant, bon, attention, est-ce que là, j'ai répondu à toutes les cases et est-ce que je ne me suis pas perdue moi-même, hein. Voilà. Donc, il faut questionner votre pratique professionnelle régulièrement, hein. Des fois, il est intéressant de participer quand vous avez des sociétés qui vous le proposent à des ateliers un peu d'analyse de pratique, parce que c'est important, c'est comme pour la formation professionnelle, mais je pense que Françoise, dans votre métier, il y a aussi des Tout ateliers à d'analyse fait. de pratique, voilà. On est dans des métiers où l'analyse de pratique, c'est vraiment quelque chose qui, des fois, vous permet de prendre du recul, voilà, de pouvoir parler, parce que moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir essayé beaucoup de choses et il n'y avait rien qui fonctionnait. Et à un moment donné, je me disais, mais je touche mes limites là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et des fois, en parlant avec des collègues dans un atelier d'analyse de pratique, vous allez avoir du feedback, des regards, d'autres suggestions, et des fois, ça peut débloquer certaines situations. Donc, c'est important de pouvoir le faire de temps en temps, hein. Alors, bon, tout le monde ne le fait pas, mais il y a une obligation Calliope qui est aussi pour les organismes de formation certifiés Calliope, de pouvoir justement offrir à leurs consultants des ateliers de formation réguliers, des ateliers d'échange de pratiques, etc. Donc, je pense que Karine vous proposera aussi ce genre de choses. En tout cas, voilà, ça fait partie des choses à envisager. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça? Il y a des choses qui vous surprennent ou ça vous semble clair? Non, c'est clair. Il n'y a rien qui vous surprend? Non. Non, après, non. Enfin, sur le coup, ça me fait sourire, mais le truc la fonction de thérapeute, effectivement. Quand vous le dites, quand vous l'expliquez, oui, c'est vrai. Donc, voilà, oui, c'est vrai que ça peut faire rire, on peut se dire, oh bah non, mais oui. vous savez, mais des fois, la frontière, elle est floue. Elle est fragile. Et je vous dis, des fois, vous pouvez vous-même avoir plusieurs compétences. Je ne connais pas tous vos parcours, mais moi, ça m'arrive d'avoir des consultants qui sont coachs d'un côté, accompagnateurs VAE, qui vont avoir eu une formation sur X ou Y spécialité bien-être, gestion du stress, que sais-je encore. À un moment donné, je rappelle que le candidat, il a acheté avec vous une prestation d'accompagnement à la VAE. Point. Après, effectivement, si on sort de ce champ, à ce moment-là, on peut orienter
On peut donner, alors pourquoi pas envoyer vers des personnes que l'on connaît, mais voilà, ou en tout cas parler éventuellement de telle ou telle option, mais c'est le candidat qui décidera si oui ou non. Moi, je vous dis, on est vraiment, nous, principalement là pour donner de l'information, être une personne ressource au sens large, et quand on sent qu'il y a une vraie problématique, par exemple, moi, j'avais une candidate qui se met systématiquement en situation d'échec. C'est-à-dire que je m'aperçois que son parcours est jalonné. Elle a entrepris des dizaines de formations qu'elle n'a jamais, enfin des dizaines, j'exagère un peu, mais on n'était pas loin de 6 ou 7 formations pour lesquelles elle n'est jamais allée au bout, pour une raison X ou Y, ou alors pour lesquelles, quand elle est allée au bout, elle n'a jamais validé le diplôme. Bon, si vous voulez, ça m'a quand même interpellée, cette histoire. Donc, moi, à un moment donné, quand on a exploré son parcours, je lui en ai parlé. D'abord, je lui ai dit que je l'avais vu, je l'avais remarqué, et j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui s'était passé à chaque fois. Et on s'aperçoit qu'on est dans des schémas de reproduction récurrents. Et effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut évoquer, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation où, par rapport à la VAE, elle peut aussi s'aborder son parcours et, pourquoi pas, s'aborder sa situation d'oral de jury. Alors, je ne vous cache pas, en l'occurrence, que c'est ce qu'elle a fait. On est allé jusque-là. C'est-à-dire que malgré qu'on en ait parlé, alors, je pense qu'elle a malheureusement eu un jury qui a été un peu méchant avec elle, entre guillemets, qui l'a un peu saqué, si on peut dire ça comme ça. Et pas de bol, c'est tombé sur elle. Et je me suis dit, purée, quand même, s'il y en a une sur qui ça ne devait pas tomber, c'était elle. Bon, donc effectivement, retour à la case départ, on recommence. Voilà. Donc, et là, effectivement, moi, je travaille sur cet aspect-là parce que son livret, il est OK et elle n'a pas validé par rapport à ce qui s'est passé dans le jury. Parce qu'elle a eu une posture qui n'était pas forcément celle qui était adaptée. Donc, on retravaille cette partie-là. Donc, vous voyez, il y a vraiment des fois des choses sur lesquelles il faut être vigilant, vous, en tant qu'accompagnatrice, parce que ça peut vous permettre d'accompagner, de sensibiliser. Vous voyez, ce n'est pas infaillible, la preuve. Je vous dis que, vous voyez, même en ayant traité ces points, on est quand même retombé dans le schéma. Mais on a pu en parler. J'ai bon espoir que sur le prochain passage jury, qu'elle refait très rapidement, ça se passera mieux. Donc, vraiment, c'est ça. La limite, elle est là aussi. Mais vous avez raison, François, ça peut faire sourire, mais vous verrez par expérience, et puis quand vous commencerez à avoir un réseau dans vos collègues, peut-être d'accompagnateurs VAE, vous verrez qu'il y en a qui viennent de parcours très, très différents. Alors, être accompagnateur VAE, c'est respecter un déroulement méthodologique en 5 étapes, tel que défini par la charte de déontologie. J'ai entendu Adéla parler de charte de déontologie tout à l'heure. Il existe une charte de déontologie de l'accompagnement VAE. Je ne sais pas si à ce stade-là, vous l'avez lu. Non, moi non. Alors, ne vous inquiétez pas, elle fait partie des outils que je vous enverrai. Okay. Je l'ai récupérée sur le site, donc elle est accessible. Moi, je dis à mes candidats, quand ils veulent aller la lire, elle est accessible à tout le monde sur le site vae.gouv.fr. Moi, je vous l'enverrai, elle fera partie de votre boîte à outils. Je vous conseille de la regarder. Elle reprend les grandes valeurs de l'accompagnateur VAE. Et surtout, c'est une charte officielle. Donc, à minima, il faut qu'on se conforte à cette charte, qui est une charte officielle. Alors, elle s'applique aux accompagnateurs, mais également aux membres de jury. Nous sommes tous soumis, quand je dis les personnes gravitant dans le champ de la VAE, accompagnateurs et jury, nous sommes tous soumis à cette charte. Malheureusement, certains jurys, je pense, ne l'ont pas lu. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, ils sont censés l'avoir lu. Donc, moi, je vous l'enverrai dans les outils que je vous enverrai à midi. Là. Vous devez donc, les 5 étapes, les 5 grandes étapes que vous devez impérativement respecter dans votre pratique pour être conforme, on va dire, à la charte de déontologie et à la posture, c'est accueillir le candidat et contractualiser la prestation d'accompagnement. C'est ce que nous avons déjà vu. Explorer avec le candidat son parcours et ses expériences vécues. C'est un petit peu ce que vous avez fait dans le positionnement, mais rapidement, et que vous referez lors du lancement, ce que j'appelle le rendez-vous de lancement du démarrage de l'accompagnement du livret 2. Vous allez bien évidemment l'aider à élaborer son dossier, mais vous n'allez pas l'écrire pour lui. Vous allez préparer le candidat à l'entretien au jury, évidemment. Et vous allez clôturer, si besoin, en l'accompagnant par un entretien post-jury dans le cas d'une validation partielle ou d'une non-validation. Il ne faut pas s'affranchir de la 5e étape en disant « moi, c'est fini, il m'a payé, j'ai été payé, je m'en lave les mains ». Vous pouvez, mais d'un point de vue déontologique, moi, je vous le redis, je pense que si vous êtes dans cette formation, alors je ne veux pas être prétentieuse, mais je vais dire que moi, j'essaye de viser
l'excellence dans le sens, j'ai un grand respect pour les êtres humains et je pense que je me dois de les accompagner jusqu'au bout, indépendamment de l'aspect financier des choses. Quand vous accompagnez quelqu'un, vous passez un contrat financier et un contrat administratif, mais moi je pense que ça va au-delà, je passe avec cette personne un contrat moral. Voilà. Et ça, c'est dans ma posture d'accompagnatrice. Je passe un contrat moral et ce contrat moral, c'est de l'aider et de faire tout mon possible pour l'amener à obtenir ce diplôme. Donc, si effectivement, nous n'y sommes pas arrivés au premier passage, j'en porte peut-être une part de responsabilité, hein, certainement, de toute façon. Et donc, effectivement, bah, c'est ce que j'appelle assurer le SAV, c'est-à-dire voir en cas d'accompagnement, enfin de validation partielle ou de non-validation, je me dois, je pense, déontologiquement parlant, de l'accompagner sur la suite. Voilà. Après, s'il ne veut pas, c'est autre chose, hein, je ne vais pas forcer la main, mais au moins je propose toujours. Donc, c'est vraiment les 5 grandes étapes sur lesquelles, et c'est aussi ça qui fera votre différence, hein, entre un accompagnateur moyen, lambda, et un accompagnateur qu'on va recommander. Et parce que vous verrez que vos candidats satisfaits, ce sont aussi souvent des prescripteurs, c'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer des collègues, ils peuvent vous envoyer des amis, en disant bah, tiens, appelle Adéla, appelle Françoise de ma part. Alors moi, je leur dis toujours, si vous m'envoyez des gens, dites-leur bien qu'ils viennent de votre part, parce que ben, déjà, ça permet voilà, de savoir. Et puis, ben, c'est aussi un petit peu, entre guillemets, le signe que vous avez travaillé comme il faut. Vous voyez, quand vos candidats vous envoient d'autres personnes, ben, je dirais que je crois que ça se passe de commentaires, c'est qu'ils ont été satisfaits, sinon ils ne vous auraient pas adressé des gens. Hein. Et je pense que c'est pareil pour le bilan de compétences. À quelqu'un qui a fait un bilan de compétences qui lui a apporté des choses, bah, si jamais il entend autour de lui quelqu'un qui a envie de faire un bilan de compétences, il va vous orienter vers peut-être l'accompagnateur ou la structure qui l'a accompagné. Donc, c'est hyper important de dérouler ces 5 phases et vous devez, alors par contre, je vous ai mis en bas parce que ça c'est très important, l'accompagnateur doit adapter chacune de ces étapes au candidat. Je crois que c'est Françoise qui l'a dit tout à l'heure dans la synthèse de la posture de l'accompagnatrice. Je dois m'adapter, on doit s'adapter au candidat. Et oui, effectivement, un des dangers et une des sources d'écueil, on va dire, dans l'accompagnement, c'est que des fois, il y a des accompagnateurs qui disent moi, j'accompagne comme ça, et j'accompagne comme ça que ce soit Paul, Pierre, Jacques. J'accompagne toujours comme ça. Et ça, si vous voulez, c'est une erreur fondamentale parce que même moi, si je respecte toujours une trame, je vais m'adapter en fonction de chaque candidat. C'est-à-dire que je vous ai dit, j'ai fait énormément d'accompagnement, je n'ai jamais fait 2 fois le même accompagnement, tout simplement parce qu'il y a des interactions avec une personne en face qui est systématiquement différente. Et le danger, c'est de se dire, tiens, j'ai fait ça et maintenant je fais toujours ça, etc., etc. On doit s'adapter et on doit adapter à la problématique, aux besoins du candidat, à sa disponibilité, mais aussi à ses capacités à se mettre, à se mettre dans la démarche VAE. Vous avez des gens qui sont très rapides. Hein, vous allez les voir, ils vont tout de suite percuter, ils vont comprendre. Et puis, plus vous montez sur des diplômes élevés, plus les gens, on va dire, ont un bagage scolaire, intellectuel qui leur permet de très vite se projeter. Et puis, à contrario, des fois, vous allez accompagner des gens qui sont autodidactes, qui n'ont pas vraiment été à l'école, mais qui sont par contre d'excellents professionnels. Ils vont avoir des choses à mettre, ils vont avoir du mal, ils vont vous dire du reste des fois, ils ont assez de lucidité pour vous dire parfois, j'ai du mal, je suis autodidacte, je ne sais pas me structurer, je compte sur vous pour m'aider là-dessus. Hein, parce qu'eux, ils savent faire, c'est des gens de terrain, mais quand il s'agit d'écrire, ils n'ont pas la méthode, d'abord parce qu'ils ne l'ont pas forcément beaucoup fait. Faire des études, ça apporte ceci aussi, c'est que ça aide à structurer une pensée, à structurer des écrits, à avoir une espèce d'abstraction sur sa pensée que tous les candidats n'ont pas. Et donc, effectivement, parfois, on est sur des gens qui sont très pragmatiques, très terre à terre, et ben, on va rester sur cet aspect-là, mais on va mettre les mots, on va mettre la forme. Hein, parce que vous verrez, il y a des candidats, des fois, ils vous écrivent leur livret comme ils parlent. Hein. C'est-à-dire une phrase qui fait 15 lignes, où il y a des virgules, des virgules, des virgules, il n'y a jamais de point. Et en fait, ils ont raconté comme ils vous l'auraient dit à l'oral. Sauf que quand on lit à l'écrit, ce n'est pas possible. Donc, vous allez remettre, on va dire, les choses en forme. Mais vous n'allez pas dire au candidat, mais c'est nul ce que vous avez fait. Vous l'avez. Ben non, je veux dire, il l'a fait comme il a pu. Hein. Il n'a pas bac plus 12 et il a peut-être quitté l'école très tôt. Et voilà, vous êtes là pour essayer de le faire grandir, hein, mais vous n'êtes pas là pour lui dire oh, mais c'est nul, vous m'avez écrit. Bon, voilà, c'est comme pareil. L'orthographe,
Moi, je dis toujours à mes candidats, au premier rendez-vous, quand on fait le démarrage du livret 2, je leur demande toujours comment êtes-vous à l'aise avec l'oral, avec l'orthographe, pardon. Je leur dis, vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas bon. Hein. C'est pas, souvent, je leur dis, c'est pas éliminatoire. Alors, ça les fait marrer, ça détend, parce qu'il faut toujours essayer de dédramatiser. Il y a des gens qui sont très complexés parce qu'ils ont passé toutes leurs années scolaires à s'entendre écrire et dire qu'ils étaient nuls en orthographe. Bon, eh ben oui, ok, vous n'êtes pas très bon en orthographe. Écoutez, c'est pas dramatique en soi. Je suis là aussi pour vérifier ces points-là. Voyez, donc on dédramatise. Hein. Alors il y en a des fois qui me disent, vous allez avoir du boulot avec moi. Bon courage. Bon, ben, au moins les choses sont dites. On sait à quoi s'attendre. Hein, voilà. Bon, et puis des gens qui écriront très bien. Donc vous allez devoir effectivement vous adapter à la capacité de la personne. Et puis, je vous ai parlé des gens qui sont de langue maternelle, qui ne sont pas de langue maternelle française. Je ne vous dis pas, pour eux, c'est quand même un double challenge. Hein, c'est-à-dire écrire un dossier de VAE quand on l'écrit en français, qu'on est de langue maternelle française. C'est déjà un vrai challenge, mais quand en plus, ce n'est pas sa langue, c'est un double challenge. Donc, bienveillance, parce qu'effectivement, moi, des fois, je me dis, si j'avais écrit la même chose que lui en anglais, enfin, je pense à mon candidat anglais, là, je me dis, ouais, bravo quand même. Hein, donc, voilà. Alors, effectivement, il fait beaucoup de fautes de français, même dans la construction des phrases. Mais bon, alors en rigolant, des fois, je lui dis, vous m'avez écrit ça en anglais. Hein, vous me l'avez traduit en français, mais on voit que c'est la. Alors, il me dit, ah oui, oui, c'est vrai. Il me dit, mais en fait, il pense comme ça, donc il ne peut pas faire autrement. Je ne vais pas lui faire un reset sur le cerveau. Hein. Donc, clairement, je vais m'adapter. Hein. Donc, vraiment, c'est en permanence. Vous devez. Alors, vos capacités d'adaptabilité et d'adaptation vont être mises à rude épreuve et vont certainement se développer aussi. Parce que, alors, j'ai tendance à dire profil psychorigide, s'abstenir. Je parle des accompagnateurs. Hein. Il va falloir que vous fassiez preuve d'une grande souplesse et certainement même de créativité à certains moments. Hein, parce que des fois, il faut essayer d'explorer des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Puis on va se dire, tiens, on va essayer ça. Et puis hop, ça marche. Hein, donc, voilà. Donc, mais c'est ça qui est hyper intéressant dans notre métier, dans ce métier. C'est que il y a une richesse dans les échanges voilà, qui est formidable. Hein. Ouais. Alors, être accompagnateur VAE, c'est quoi? C'est être expert de la méthodologie VAE. Ça, mettez-vous-le gravé dans le crâne pour le coup. Moi, je me présente toujours comme étant une personne ressource experte en méthodologie VAE. Hein. Vraiment. Alors, ressources, mais ça peut être aussi ressources bureautiques. Je vous l'ai dit, le candidat qui n'est pas à l'aise avec l'outil bureautique, moi, des fois, je leur dis, écoutez, si vous avez des soucis pour la mise en forme, quand je vais relire, je pourrais éventuellement retoucher si vous avez des difficultés. Hein, parce qu'il y a des gens, je vous dis, des fois, Word, ils savent vaguement ce que c'est, ils ont un peu tapoté dedans, mais enfin, ça s'arrête là. Hein, et on n'a pas toutes des assistantes de direction qui connaissent parfaitement ça. Hein. Donc, il y a des gens qui, des fois, ne sont pas très à l'aise avec ça. Donc, je suis une personne ressource, mais au sens large, ça peut être pour l'orthographe, ça peut être pour le français, ça peut être pour éventuellement quelques outils complémentaires que je vais donner à un candidat en lui disant, tiens, dans votre livret, vous pourriez peut-être mettre ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Non, bon, ok, bougez pas, je vous envoie un truc après notre entretien et je leur envoie un petit doc. Ou je leur dis, faites une recherche Internet sur tel ou tel sujet, ça peut être intéressant qu'on trouve ces éléments dans votre livret. Voilà, donc, personne ressource au sens large, ça c'est vraiment important. Vous devez, alors par contre, là où vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est que vous devez connaître le dispositif de la VAE comme votre poche. Du reste, le candidat, il compte sur vous pour ça. Hein, si vous n'êtes pas capable, c'est pour ça qu'on a bien regardé avant et qu'il va falloir que vous continuiez à vous approprier les rouages, on va dire, et les méandres parfois du dispositif VAE, parce que c'est votre boulot, ça, pour le coup. Et le candidat, il compte sur vous aussi pour cet aspect-là. Hein. Donc, vraiment, connaître sur le bout des doigts le dispositif de la VAE, quel que soit le diplôme. Hein. Connaître les dispositifs de certification, les outils de la certification, ça veut dire avoir fait une recherche sur le certificateur, sur les modalités de certification pour pouvoir en parler à votre candidat. Vous êtes donc aussi une facilitatrice, hein, vraiment. Donc, ça veut dire faire en amont de la recherche sur certaines choses pour lui apporter des informations. Hein, parce que lui, on va déjà lui demander de mobiliser son énergie sur la production d'un écrit relativement significatif. Si en plus vous lui demandez de s'approprier tous les méandres, c'est pas possible. Je veux dire, il n'a pas signé pour ça avec vous. Hein. Donc vous, votre boulot, c'est ça aussi.
poser un cadre de travail extrêmement important et le faire respecter, parce qu'on peut poser un cadre de travail et puis ne pas le faire respecter. Mais je pense que toutes les deux, vous avez une pratique professionnelle où vous devez poser le cadre. Hein? Donc, on pose un cadre, on n'hésite pas à le rappeler si besoin, si on sent que ça dérive, hein. On fait respecter ce cadre et on ne peut pas faire un accompagnement VAE sans avoir posé ce cadre de travail. Alors, dans notre jargon, ça va s'appeler un contrat pédagogique ou une charte d'accompagnement, hein. Et puis, on va définir clairement les modalités. Ça, on va le voir quand on va parler du livret 2. Mais donc, effectivement, vous devez impérativement poser ce cadre de travail et le faire respecter, hein. Alors, être en capacité d'établir une relation de confiance. Oui, bien sûr, si le candidat ne vous fait pas confiance, ça va être très difficile de travailler avec vous, de travailler en bonne intelligence, hein. Donc, et puis, susciter l'adhésion au process. Il faut que le candidat il ait envie de travailler avec Adéla, il a envie de travailler avec Françoise, qu'il vous sente peut-être super punchy sur la chose, qu'il sente que vous aimez votre métier profondément. Peut-être que vous allez vous êtes une boule d'énergie derrière votre écran ou quand vous serez à côté, parce que si vous faites du présentiel, et en fait, donner envie à l'autre de travailler avec vous et d'adhérer au processus et de s'investir dans cette démarche. Alors ça, c'est un petit peu le savoir-être de chacun. Et aussi avoir un relationnel accessible, hein, des gens peut-être chaleureux, mais pas trop, parce que vous aurez peut-être en face de vous à un moment donné des gens un peu plus froids. Donc, il faudra toujours trouver la bonne posture. Si votre tempérament, il est plutôt d'aller vers les gens, d'être une grande communicante, vous allez avoir des gens qui peut-être sont plus en retrait, plus introvertis. Il faudra vous adapter. Donc, établir une relation de confiance, c'est se mettre à la bonne distance de la personne et se mettre sur un registre qui va être confortable pour l'autre, hein. Voilà. Donc, des fois, vous avez des gens qui travaillent lentement, alors que vous, peut-être, vous avez envie que ça aille vite, que ça booste, etc. Bon, eh bien oui, ok. Vous êtes d'un naturel comme ça. Mais là, cette personne, elle a besoin de temps. Elle a besoin que ça décante. Elle a besoin peut-être les rendez-vous, c'est pas toutes les 3 semaines, mais ça sera peut-être tous les mois ou tous les mois et demi. Eh bien, si c'est comme ça que ça marche, hein, ben, c'est comme ça que ça marche. C'est tout, hein. Voilà, donc là, vraiment, la VAE, le succès, le secret du succès d'une VAE, c'est un bon dosage entre vous et votre candidat et avoir mis en place des modalités qui fonctionnent. Ces modalités, elles peuvent être très variables. Après, on retrouve toujours une cohérence, évidemment, mais dans la manière de mettre en œuvre, on peut avoir des variantes des fois très, très importantes. Et vous allez devoir aussi conduire des entretiens d'exploration de l'expérience, hein, parce que le candidat, des fois, il vous dit oh, mais moi, je ne sais pas ce que je vais pouvoir raconter. Je ne vois pas ce que je vais pouvoir raconter en 80 pages ou en 100 pages, mais même en 50. Il y en a qui vous disent oh, mais alors là, moi, mon boulot, c'est ça. Et alors, ils vont vous le résumer en 3 phrases. Et un peu comme le livret que je vous avais montré, le livret 1, là où je vous avais mis à ne pas faire. Il y en a, quand vous allez leur dire qu'est-ce que vous faites, ils vont vous dire la même chose. Et là, vous allez vous dire, bon, ok, on part de loin, mais on va y arriver. Et vous allez devoir conduire ce qu'on appelle les entretiens d'exploration de l'expérience pour leur faire expliquer, et je crois que c'est Adéla qui l'a dit tout à l'heure, mettre en mots leur expérience professionnelle, hein, et ne pas se contenter de nous donner 3 tâches qu'ils font peut-être quotidiennement, mais ces tâches, comment on les décrit, quelles sont les sous-tâches associées, quelles sont les interactions, etc. Donc, en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais au début, il y a des gens pour qui ce n'est pas évident. Ils se disent, moi, je ne sais vraiment pas ce que je vais pouvoir dire, hein. Et puis, au final, une fois qu'ils sont lancés, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont beaucoup de choses à dire. Et vous devez toujours prendre en compte le contexte de la demande du candidat. D'où l'intérêt, comme vous l'avez fait dans vos fiches de synthèse, de bien rappeler l'objectif du candidat et son contexte, hein. Vous l'avez fait toutes les deux dans les documents que vous m'avez envoyés. Et ce document, c'est bien aussi de temps en temps de le relire, hein. Notamment quand vous accompagnerez de nombreux candidats, vous allez switcher de l'un à l'autre. C'est peut-être bien des fois de se dire, alors je me replonge dans le dossier du candidat, qu'est-ce qu'on s'était dit il y a quelque temps, ok, etc. Donc, le contexte du candidat, sa demande, dans quelle logique elle s'inscrit, etc. Et notamment quand vous avez des difficultés, des fois, avec le candidat, des fois, c'est bien de se remettre refaire un focus sur le démarrage, sur ce qu'on s'était dit, et vérifier qu'on n'a pas dérivé, et pourquoi pas éventuellement rappeler au candidat ses premiers objectifs, parce que lui-même, il a pu les oublier un peu au fil du temps. Et puis, une fois qu'il est confronté à la réalité de la rédaction de son dossier, il peut avoir oublié ses belles motivations du début, hein.
Donc, c'est intéressant des fois de les rebalayer et d'en reparler à l'occasion d'un entretien. OK? Donc, voilà, c'est un métier complexe, mais intéressant. Alors, c'est aussi être dans une relation d'aide. Alors, je l'ai dit, hein, je vous l'avais déjà dit et je vous avais sensibilisé là-dessus. Être dans une relation d'aide, des fois, ça peut être dangereux, on peut s'y perdre, notamment si on n'a pas été formé à la relation d'aide. Alors, il s'avère que vous, toutes les deux, dans vos métiers, vous êtes formés à cette approche. Vous me confirmez? Oui. Voilà. Donc, vous connaissez les dangers et vous savez aussi les points de vigilance qu'il faut avoir. Et le premier que moi, je donne, c'est quand même être au clair avec soi-même et sur sa propre histoire. Hein. Il est clair que parfois, on fait des métiers, je ne sais pas si c'est votre cas, et à la limite, ça ne me regarde pas, mais en l'occurrence, par exemple, je peux vous parler de moi, on fait des fois des métiers qu'on appellera des métiers de réparation. Hein. Moi, il s'avère que dans mon histoire familiale, il y a eu des choses un peu lourdes et que nous sommes 3 sœurs, et dans la fratrie, nous sommes toutes les 3 dans des métiers en relation avec l'autre. Et ce qu'on appelait, des fois j'en parle avec elle, on est dans des métiers de réparation. Hein. Donc j'ai une sœur qui est éducatrice jeunes enfants, j'ai une sœur infirmière et moi-même qui suis formatrice d'adultes et qui accompagne les gens effectivement dans leur parcours professionnel. Donc finalement, je me dis qu'à toutes les 3, on a presque une palette assez complète. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, si vous voulez. Donc, très clairement, le jour où cette évidence m'est apparue, je me suis dit, c'est quand même assez fort, cette histoire. Bon, effectivement, donc l'important, c'est bien de savoir pourquoi on fait ce métier. Si effectivement, c'est un métier de réparation, mais effectivement, ce n'est pas non plus un métier qui doit être thérapeutique pour vous. Hein. Même s'il vous fait du bien par ailleurs, et tant mieux, vaut mieux. Mais voilà, toujours se dire, et notamment quand vous avez il faut être très vigilante au danger de se projeter sur l'autre. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas sa maman, vous n'êtes pas. Alors, je ne sais pas, moi j'utilise beaucoup, on n'en parle pas, je vous ferai pas de focus parce qu'on n'a pas le temps, mais ce que je peux vous dire, moi j'utilise beaucoup l'analyse transactionnelle. Moi aussi. Eh ben, très bien, parce que j'ai été formée dans le cadre de ma formation de formatrice, et donc la meilleure posture, c'est la posture de l'adulte, hein, vous le savez, et donc effectivement, il faut toujours, moi mon accompagnement, je le mets toujours d'adulte à adulte, dans cette sphère-là. Je ne suis pas un parent normatif, je ne suis pas, alors des fois je suis dans l'enfant, on peut se marrer, on peut faire des petites boutades, mais voilà, c'est bien, parce que j'ai aussi ce côté-là en moi, et vous avez tout de ce côté, mais bon, donc tout ça pour dire, l'analyse transactionnelle, c'est un outil. Il y a des accompagnateurs qui utilisent aussi la PNL. Il y a des gens qui ont fait un mix, qui ont leur propre technique. Mais c'est aussi, à travers ces différents outils, c'est de questionner sur sa propre histoire, sur pourquoi effectivement aujourd'hui vous faites ce métier. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et vous n'arrivez jamais par hasard dans un métier. En plus, aujourd'hui, vous êtes toutes les deux dans une démarche d'élargir vos compétences de base, soit par le bilan de compétences, soit par peut-être la VAE. Donc, c'est aussi accompagner la mobilité professionnelle au sens large. Bon, certainement que peut-être ça résonne pour vous sur quelque chose ou ça vous intéresse pour telle ou telle raison. Donc, en tout cas, vraiment, il y a, je pense, parfois un travail d'introspection ou de re-questionnement. Alors, l'analyse de pratique peut être aussi intéressante par rapport à ça, hein, mais ça peut être aussi un travail personnel, ça peut être un travail aussi avec un thérapeute sur effectivement où j'en suis moi par rapport à tout ça et quelle relation d'aide je suis en capacité de mettre en place ou pas. Hein, ça, c'est vraiment important. Être dans une posture bienveillante, vous me l'avez dit, et je vous en remercie. Je vous en remercie par anticipation pour vos futurs candidats. Je vais dire, la posture bienveillante, c'est vraiment hyper important. Vous écoutez et des fois, vous entendrez des choses qui peuvent être des fois lourdes. Vous allez aider à formuler, parce que des fois, les gens ont des vécus professionnels absolument dramatiques. Si on se place uniquement dans la sphère de l'entreprise, vous avez des fois des gens qui reviennent d'un burn-out dramatique, des gens qui ont été dans un état mental lié à des conditions de travail qui sont absolument dramatiques, qui ont eu des managers destructeurs, qui ont eu des collègues des fois pervers narcissiques, enfin vous entendrez des choses des fois. Vous avez des gens qui sont tout cassés, même professionnellement, si je ne parle pas de la sphère privée, mais déjà de la sphère professionnelle. Donc si en plus vous arrivez là et que vous les démontez, je veux dire, ce n'est pas la peine. On est au contraire pour essayer de les aider à se reconstruire et à repartir peut-être sur de bonnes bases dans la sphère professionnelle par cette VAE. Donc,
vous aider à formuler les choses, vous ne jugez pas et vous allez instaurer un dialogue formatif avec le candidat afin de lui permettre d'instruire au mieux son dossier. Un dialogue, quand je dis formatif, ce que je veux dire, c'est que vous allez le former et l'informer à la méthodologie et bien lui expliquer, mais d'un point de vue pédagogique. Ne parlez pas dans votre jargon. Parce qu'il y a un jargon dans la VAE, comme il y a un jargon dans le bilan de compétences. On peut s'en parler entre experts de la VAE, il n'y a pas de souci, mais votre candidat, mettez les choses à sa portée, c'est-à-dire ouais, décrypter, voilà, décrypter le processus VAE quand la personne, vous sentez qu'elle a besoin que ça clarifie ou quand peut-être elle est elle-même inquiète par rapport à ça parce qu'elle se dit, vous savez, mais je ne sais pas si je vais y arriver, moi j'ai quitté l'école très tôt, je n'ai pas fait d'études, il y en a même qui vous disent je ne suis pas très intelligent, alors bon, parce que ça sort d'où, je ne sais pas, mais on a dû leur dire à un moment donné, ils ont fini par le croire. Voilà, bon, moi, je pars du principe que tout le monde a des ressources personnelles et on est là pour les aider à mobiliser. Alors, on n'a pas tous les mêmes ressources, effectivement, mais on a tous des ressources et normalement, ces ressources, elles vont nous permettre, si on les utilise à bon escient et si on est en capacité de les faire émerger de notre candidat, on va arriver à, effectivement, le faire avancer dans le bon chemin, de bonne manière. Vous êtes donc une facilitatrice, je vous l'avais dit tout à l'heure. Vraiment, c'est ça. Moi, souvent, je leur dis, je suis votre personne ressource. Dans le livret 2, vous verrez, le livret 2 de l'Éducation nationale, il y a 2 pages de mode d'emploi. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, le livret 2. Je vous l'enverrai aussi. Et souvent, je leur dis, le mode d'emploi, c'est Estelle Romary. Et c'est vachement mieux, en fait, parce que je leur explique le mode d'emploi. Donc, les 2 pages, en fait, on passe très rapidement. Et je leur dis, le mode d'emploi, il est fait pour les gens non accompagnés. Vous, le mode d'emploi, c'est Estelle Romary. Et je vais effectivement vous décrypter tout ça et je vais vous faciliter l'appropriation du livret 2. Hein. Donc, on est vraiment là pour ça. Il faut que ce soit confortable pour eux. Être un guide, bien sûr. Pour le candidat qui connaît pour le candidat, hein, vous allez guider votre candidat et vous allez effectivement connaître tous les cheminements possibles de la démarche. Donc, lui expliquer les différentes variantes, les différentes options quand il y a besoin. Vous allez fournir des indices, vous allez fournir des repères, vous allez éventuellement l'alerter sur des obstacles. Hein. On a dit que ce n'est pas le monde des bisounours, la VAE, et ce n'est pas un truc qui tombe du ciel et que vous n'êtes pas la fée Clochette. Je leur dis ça aussi souvent avec la baguette magique. J'aimerais bien, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, effectivement, il y a du travail, il y a des obstacles. On peut avoir un risque de démotivation, par exemple, si on étire trop le temps. Les échéances, vous êtes là pour les lui donner. Hein. Par exemple, si vous démarrez des accompagnements dans les prochains mois, prochaines semaines, vous pourrez leur dire échéance fin d'année, diplôme dans la poche. Vous allez leur expliquer les attentes du diplôme visé, etc. Donc, vraiment, vous êtes un guide sur tous ces aspects-là. D'où l'intérêt de bien vous approprier tous ces aspects-là pour pouvoir en parler de manière crédible, évidemment. C'était aussi l'objectif de cette formation, bien sûr. Mais je le redis, hein, vous allez enrichir tout ça après avec votre propre pratique personnelle. Dernière chose importante, vous devez toujours prioriser l'intérêt et l'objectif du candidat sur tout autre aspect. C'est-à-dire qu'il faut faire passer l'intérêt de votre candidat avant votre propre intérêt. Alors, je vais mettre dans une certaine mesure, vous avez vendu 24 heures, n'en faites pas 40. Hein. Maintenant, vous avez vendu 24 heures et vous estimez que peut-être vous allez un petit peu dépasser avec ce candidat, mais que finalement, c'est ce qu'il faut si vous voulez avoir une validation totale, viser une validation totale. Eh bien, peut-être que quelque part, c'est aussi votre intérêt parce que plus votre taux de validation personnelle est élevé, plus je dirais, vous pourrez communiquer aussi là-dessus. Hein. Si vous êtes une accompagnatrice VAE qui se targue, par exemple, d'avoir moins d'un candidat sur 2 qui valide, ce n'est pas tellement un bon argument de vente. Hein. Clairement pour vous, je veux dire, ou le cabinet que vous représentez. Donc, effectivement, votre intérêt, c'est que votre candidat réussisse. Donc, j'ai tendance à dire, on priorise l'intérêt et les objectifs du candidat sur tous les autres aspects. Les objectifs, c'est aussi, des fois, il y a des consultants qui ne veulent pas travailler sur certaines heures, qui ne veulent pas travailler. Bon, attention à ça aussi quand vous accompagnez quelqu'un et quand vous prenez un accompagnement, vérifiez peut-être la compatibilité de la demande de l'accompagner, on va dire, du candidat par rapport à vos disponibilités personnelles. Hein. Si par exemple, vous savez qu'en soirée, à passer une certaine heure, vous êtes absolument indisponible pour travailler, ne prenez pas des candidats qui vous disent « moi, je suis disponible qu'à partir de 20 h le soir ».
que là, vous allez avoir une difficulté. Alors, vous allez peut-être dire oui, mais finalement, c'est vous qui allez vous mettre en difficulté. Donc, cet accompagnement, il ne sera pas positif pour vous. Il vaut mieux à ce moment-là le passer à une consultante ou à un consultant qui peut travailler à l'inverse. Le candidat qui vous dit, moi, par exemple, je ne travaille jamais les week-ends. C'est une règle. Enfin, à quelques très rares exceptions, j'essaye de sanctuariser mon week-end. Quand le candidat me dit, moi, je suis disponible les samedis, si c'est quelque chose qu'il me dit très rapidement, je vais lui dire, écoutez, moi, ça ne va pas être possible le samedi. Donc, soit il a d'autres disponibilités dans la semaine, soit il n'en a pas, et auquel cas, ce n'est pas moi qui vais l'accompagner. Hein. Donc, on va pas lui dire, moi, monsieur, c'est comme ça et pas autrement. Hein. Je dois m'adapter à la demande de mon candidat. Vous devez rester neutre. On évite de trop prendre position. Alors, je ne vous cache pas que moi, des fois, quand ils me racontent des trucs, je leur dis, quand même, oui, c'était un peu dur, je comprends, etc. Mais voilà, vous n'allez pas lui dire, votre patron, c'est un gros con. Même si vous le pensez fortement, ou si vous constatez qu'il a été très exploité par son entreprise, bon, vous n'allez pas lui dire, oh la vache, votre entreprise, qu'est-ce qu'elle vous exploitait, vous êtes mal payé et tout, non. Par contre, on peut lui dire que cette VAE va lui permettre peut-être d'envisager de changer d'entreprise, ou que justement le fait d'être diplômé va peut-être lui permettre de revaloriser son salaire. On va aborder les choses de manière différente. Hein. Voilà, donc on reste neutre. Et vous devez créer et aménager les conditions qui vont permettre aux candidats d'élaborer et de présenter un dossier devant le jury. C'est là que je rejoins le rôle de la pédagogie et c'est là que je dis qu'il y a vraiment des liens avec le métier de formateur parce que le formateur, c'est quelqu'un qui fait produire un groupe, qui amène un groupe vers un objectif. Vous allez faire un travail assez similaire mais en individuel. Voilà, donc on doit faire produire un livret délivrable et donc effectivement, ça, par contre, c'est mon boulot de faire effectivement ce travail-là. Je le dis, vous avez une obligation de moyens, vous n'avez pas une obligation de résultat. Ça, c'est très important. Hein, vous ne pouvez pas garantir à un candidat, je vous garantis que vous aurez le diplôme. Si vous dites ça, vous êtes une escroc. Enfin, c'est mentir au candidat. À moins d'être Madame Irma et de lire de l'avenir dans la boule de cristal, je ne vois pas comment vous pouvez garantir au candidat à l'instant T qu'il va valider. Vous allez lui dire que vous allez tout faire et on va tout mettre en place. Donc, vous avez une obligation de moyens, les outils, les supports, les conditions, etc. Mais vous n'avez pas une obligation de résultat. Le candidat ne pourra pas vous reprocher, alors il y en a peut-être qui le feront, mais légalement en tout cas, ne pourra pas vous reprocher le fait qu'il n'ait pas validé son diplôme. Par contre, il pourrait vous reprocher de ne pas l'avoir accompagné comme il faut et de ne pas avoir mis éventuellement certains outils en place ou de ne pas avoir pris correctement en compte sa demande. Là, ça pourrait être légitime. Hein. Mais on a donc bien une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Ça, c'est important de l'avoir. Et moi, des fois, je leur dis, hein, quand je sens que les choses ont besoin d'être clarifiées, je peux le redire. Ok. Alors, écoutez, la posture de l'accompagnateur, maintenant, vous savez tout. Est-ce que, au regard de ce que je viens de vous dire, ça vous semble coller avec votre propre vision des choses et puis avec votre manière d'être ou manière de faire? Oui. Est-ce que vous vous reconnaissez bien dans le portrait robot, on va dire, de l'accompagnatrice que je viens de vous faire? Oui, complètement. Oui. Bon, tant mieux, parce que si vous m'auriez dit non, je me serais dit, il est encore temps de… Non, mais il est temps de se poser les bonnes questions. Vous savez, il y a des gens, on a des fois des représentations d'un métier un peu idéalisé parce qu'on a envie, et puis au fur et à mesure qu'on découvre, on se dit, finalement, non. Écoutez, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir la lucidité de se dire peut-être que c'est pas forcément totalement fait pour moi, ou je vais pas forcément m'éclater dans ce métier, ou alors ça va être une carte complémentaire, une corde à mon arc complémentaire, mais ça va pas devenir ma principale corde à mon arc. Je préfère faire du bilan de compétences, par exemple. Je préfère faire autre chose parce que j'ai une affinité, une appétence plus pour ça. Je vous cache pas que l'accompagnement VAE, c'est complexe. Je pense que vous l'avez compris.
Et vous verrez pour l'accompagnement du livret 2, vraiment, il y a une complexité là aussi. Je pense que c'est un travail complexe et probablement peut-être un peu plus complexe que le bilan de compétences dans la méthodologie. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui finalement se disent, ben oui, l'accompagnement VAE, j'ai testé, mais finalement, j'ai pas forcément aimé faire ça parce que c'est long, c'est complexe, etc. Bon, il ne faut pas avoir de tabou avec ça et quand vous serez dedans, ben, bien vous reposer les bonnes questions. En tout cas, si déjà vous dites ça correspond à mon feeling, à ma posture, à ma vision des choses, je dirais que c'est un très très bon démarrage et c'est de très bon augure pour la suite. OK? Oui. Alors, et puis on contribue aussi quand même à des carrières professionnelles et autres. Donc, la reconversion, elle est importante. eh ben, vous avez un métier qui fait sens. Enfin, j'espère qu'il fera sens pour vous. Et en tout cas, vous avez énormément de gens aujourd'hui, on l'avait déjà dit, qui cherchent du sens dans leur métier. Hein. Il y a un actif sur deux qui voudrait changer de job. Ça veut dire qu'il y en a quand même plus d'un sur deux qui aujourd'hui ne voit pas le sens de ce qu'il fait. Moi, je peux vous garantir, et je pense que vous l'aurez compris, parce que c'est aussi faire du sens dans mon métier que de former de futurs collègues, parce que moi, je m'estime ultra chanceuse. Je fais un métier formidable chaque jour qui est extrêmement gratifiant. Parce que quand les gens, vous allez investir du temps, vous allez investir de l'énergie, mais quand les gens vous envoient leur PV de jury, vous appellent les larmes aux yeux. Moi, des fois, j'ai les larmes aux yeux quand ils me disent super, merci, c'est grâce à vous que j'ai eu ce diplôme. Alors, je leur dis, écoutez, remettons les choses en perspective. J'ai une toute petite part de responsabilité. Le job, c'est quand même vous qui l'avez fait. Mais vous avez des remerciements, des gens avec qui vous resterez en contact peut-être et qui vous feront part de leurs futures évolutions professionnelles. Mais je veux dire, moi, ça n'a pas de prix. Donc vous savez, il y a tellement de métiers. On en parlait tout à l'heure des managers qui sont des fois des très mauvais managers et qui vont dire aux gens toujours quand ça ne va pas, mais jamais quand ça va. Ça, c'est un peu le drame du management français. Vous l'avez peut-être vous-même expérimenté en tant que salarié à un moment donné dans votre carrière. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, je suis indépendante, je n'ai donc pas de patron, mais moi, j'ai du feedback quasiment tous les jours très positif de gens qui me disent, de gens que j'accompagne, qui me disent, mais merci, ça m'a aidé, ça m'a éclairé, grâce à vous, j'y vois plus clair. Écoutez, moi, je vous dis, oui, c'est un métier, vous verrez, qui va vous nourrir dans le sens effectivement, qui va vous nourrir à la fin du mois, certes, mais qui va vous nourrir intellectuellement, affectivement, humainement, dans vos relations aux autres. Et ça, moi, franchement, je trouve ça tout à fait exceptionnel. Et je me dis vraiment, j'ai une chance formidable par rapport à un certain nombre de mes congénères. Donc, je l'oublie jamais, ça. Et vous voyez, quand des fois j'ai des accompagnements un peu plus compliqués, bon, je me dis, OK, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit et effectivement, vous allez contribuer à des évolutions professionnelles, vous allez peut-être contribuer à des gens qui vont se révéler dans le sens qui vont découvrir, prendre conscience de leurs compétences professionnelles, prendre confiance en eux parce que ça fait vraiment partie des effets induits de la VAE. Vous verrez que c'est des process, c'est un processus, la VAE qui est long, mais vous verrez vos candidats changer au fil du temps. Et même quand on anime en visio, on voit petit à petit le changement sur eux physiquement s'opérer dans la posture, dans la manière de parler, dans la manière de se tenir derrière la caméra, dans la manière de vous regarder. On voit des choses qui changent et ça, c'est des petits indices qui vous font dire que vous êtes dans la bonne direction. Sachez les capter, sachez les regarder parce que c'est vraiment des choses qui sont intéressantes pour nous accompagnateurs. OK ? OK. Donc, je sens que vous allez avoir super hâte de démarrer en plus. Vous allez vous dire, mais quand est-ce qu'on commence ? Bon, voilà, il va falloir vous trouver les premiers candidats, mais après, hop, vous allez y aller. Donc,